Les causeries urbaines dans le poste. Bonjour, aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Éléonore Lépinard et Sarah Mazouz pour un livre publié en mai 2021 intitulé « Pour l'intersectionnalité » aux éditions Anamosa. Nous avons la chance de recevoir les deux autrices, Sarah Mazouz, sociologue et chercheuse au CNRS, et Éléonore Lépinard, sociologue également et chercheuse à l'Université de Lausanne. Mesdames, bonjour. 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 Première question. Avant de définir véritablement l'intersectionnalité, il y a eu beaucoup d'actualités. Est-ce qu'on pourrait lister rapidement ce que ça n'est pas et ce que beaucoup des détracteurs de l'intersectionnalité témoignent? Déjà, c'est pas un discours, c'est pas une théorie essentialisante, ça n'est pas un discours identitaire. Ça n'est pas un dogme censé donner une réponse à tout pour les gens qui y croient. C'est un concept et une méthode. Oui, surtout, c'est pas une menace en fait. C'est pas une menace. Alors peut-être pour l'ordre social actuel, mais c'est pas une menace pour la société. C'est un projet intellectuel et c'est aussi un projet de justice sociale. Merci. Alors comment est-ce qu'on pourrait à présent le définir son origine, d'où ça vient, quels sont les plus grands penseurs et quelques autres noms qui ont circulé et qui ont participé à l'édification de cette méthode. Vas-y. Bon, on pourrait faire plusieurs généalogies de l'intersectionnalité. En fait, le terme lui-même, il est forgé par la juriste américaine, afro-américaine Kimberlé Crenshaw en 1989. Pour autant, elle s'inscrit, et elle le dit d'ailleurs dans ce premier article, parce qu'il y a toute une seconde partie de l'article qui en fait parle de la généalogie de pensée afroféministe dans lequel s'inscrit ce concept. Donc en fait, ça prédate 89 et Crenshaw, et donc ça s'inscrit dans en fait un ensemble d'autrices noires, alors principalement américaines parce que c'est celles qu'on connaît aujourd'hui, même si à l'époque elles n'utilisent pas le terme d'intersectionnalité, elles réfléchissent à la question de la manière dont elles vivent des oppressions qui ne peuvent pas se limiter soit au genre, soit à la race. Et comment cette situation particulière qui est la leur détermine leur position sociale, mais aussi leur rapport, par exemple, avec le mouvement féministe ou avec le mouvement antiraciste, deux mouvements qui finalement les marginalisent en raison justement de cette position intersectionnelle. Donc voilà, après, est-ce qu'on va citer les noms Sarah, je te laisse faire une liste. Oui, en fait, c'est ce que reprend Kimberlé Crenshaw quand elle travaille, elle, comme juriste, sur les catégories de l'action publique et sur la manière dont certaines associations qui sont soit féministes, soit antiracistes oublient les femmes qui se retrouvent à l'intersection de ces deux questions, mais aussi les femmes immigrées, mais aussi dans certains cas aussi les questions de classe ou de statut, de l'emploi, etc. Dans d'autres textes d'elle. Elle s'inscrit en effet dans une critique plus longue qui a eu lieu au sein du féminisme plutôt nord-américain, et surtout qui porte sur quel est le sujet du féminisme et comment représenter les groupes qui se retrouvent à l'intersection de plusieurs rapports de domination. Donc on peut remonter déjà à la critique faite par un collectif de femmes noires venant d'issues de classes ouvrières et aussi lesbiennes. Donc il y a aussi la question de la catégorie de sexualité qui apparaît dans leur critique et qui s'appelle donc le Combahee River Collective, et qui ont une déclaration à la fin des années 70, 79 je crois, ou peut-être même avant, j'ai plus en tête la date, où elles rappellent justement ce qu'elles appellent, enfin en tout cas elles pointent ce qu'elles appellent le biais blanc de classe moyenne du féminisme, en expliquant que elles, étant donné la position qu'elles occupent socialement, elles subissent des formes d'oppression que les femmes blanches, bourgeoises ou même de classe moyenne, hétérosexuelles peuvent rater en fait. Donc il y a cette idée-là qui est après transposée comme une démarche
pour éclairer des points aveugles. Mais on pourrait aussi, par exemple, au sein des Africaines-Américaines qui sont aussi chercheuses et sociologues, il y a le travail de Patricia Hill Collins, notamment, avec son concept de matrice de la domination, c'est ça, où elle revient aussi à cette question d'articulation ou d'intersection. Il y a aussi une autrice qui est juriste et qu'on cite pour l'intersectionnalité, qui est Mari Matsuda, qui, elle, va insister plus sur la posture intellectuelle que la prise en compte des formes diverses d'oppression invite à avoir, qui est ce qu'elle appelle poser l'autre question, c'est-à-dire se poser la question de nos points aveugles, en fait. Donc voilà, et là, j'en oublie plein. En fait, après, à partir du moment où il y a eu en fait, la notion d'intersectionnalité, c'est un terme qui est forgé par Kimberlé Crenshaw, comme l'a dit Éléonore, qui désigne cette situation d'être à l'intersection de plusieurs dominations et de ce fait d'être en fait oublié par des programmes censés lutter contre le sexisme ou le racisme, et donc d'être encore plus que le fait d'être à l'intersection de rapports de domination produisent en fait soit la structure même de la domination que les personnes appartenant à ces groupes subissent. Et puis après, c'est devenu, ça vient désigner une démarche intersectionnelle qui va devenir une méthode de recherche aussi et qui va s'adapter à différentes disciplines, ou en tout cas à différentes disciplines dans les sciences humaines et sociales. Et donc après, il y a des gens qui ont une approche intersectionnelle en littérature, en sociaux, en histoire, etc. Et donc il y a une très grande aussi plasticité de ce concept avec et donc comment dire, encore une fois, c'est par rapport à ce que je disais au tout début, c'est pas un dogme donné pour acquis auquel on se réfère, mais c'est quelque chose qu'on retravaille constamment. Et puis bon, là, on fait une généalogie qui a l'air, cohérente, historiquement, etc. Et puis c'est un peu j'ai envie de dire, l'histoire un peu officielle, on va dire, du concept, même si on essaye de l'élargir à bien avant Crenshaw, parce que ça vient d'avant. Et le moment, en fait, 1989, 90, 91, c'est quand même un moment important, en tout cas, je pense, justement, l'émergence de ce concept-là au niveau académique, parce qu'il y a les publications simultanées de l'article de Crenshaw, du livre de Collins, La pensée féministe noire, il y a l'article de Matsuda juste après, il y a Chandra Talpademo-Henty, donc là c'est plus ce qu'on peut appeler un féminisme postcolonial à l'époque, on parle pas de décolonial, mais où elle parle aussi de la question de la minorisation des femmes en raison de leur orientalisation, de le fait qu'on les exoticise, que les femmes blanches féministes portent ce regard en particulier sur les femmes qu'on appelle à l'époque les femmes du tiers-monde. Donc c'est quand même une généalogie complexe, et puis je pense qu'en fait il y a probablement des généalogies oubliées, même en Europe, de mobilisation de femmes racisées ou de femmes lesbiennes ou de femmes migrantes qui ont sûrement pensé avec leurs outils cette même question, qui est la question du point de vue minoritaire, en fait, du point de vue minorisé à l'intersection, comme le disait Sarah, de différents rapports de pouvoir. Et pour autant, ces histoires-là, elles ont été perdues. Donc, il ne s'agit pas de faire de l'histoire qu'on vient de raconter un dogme éternel. Moi, j'espère qu'on aura des recherches sur les années 80 en Europe, dans plein de pays, et qu'on redécouvrira aussi des généalogies où des femmes, des féministes minorisées au sein du courant féministe ou minorisées au sein de courants antiracistes ou quoi, ont eu aussi ces réflexions-là, et que ça vienne nourrir justement en fait la bibliothèque, ou en tout cas les œuvres qu'on peut lire pour essayer de s'approprier, de comprendre cette approche. J'ai cru entendre que beaucoup de gens qui se disent universalistes, et par exemple le président cet été, avait pris posture contre l'intersectionnalité. Moi, j'ai une question. Est-ce que l'intersectionnalité se dresse vraiment comme une opposition, ou plutôt une proposition d'un certain universalisme, mais qui, en fait, soit plutôt à l'écoute aux égards de tout le monde? Bon, oui, c'est assez facile, effectivement, quand on est un homme blanc hyper dominant, de parler au nom de l'universel. C'est une position qui est socialement pas très difficile
pas très difficile. J'ai cité Macron, mais j'ai entendu... Ah oui, mais il y a des femmes blanches aussi. Même des femmes noires, même des hommes noirs, je l'ai entendu dans plusieurs bouches. Non, tout à fait. Alors, bien évidemment, en France, on aime bien poser ce... Enfin, en tout cas, il y a une manière de délégitimer l'intersectionnalité en nous ressortant l'universel. Pour autant, il me semble que ça fait quand même 2 siècles, plus de 2 siècles, si on je sais pas, si on pense à Olympe de Gouges, la Révolution française, si on pense à Toussaint Louverture, si on pense à plein de figures même de l'époque révolutionnaire, qu'il y a une tension quand même dans la prétention du message universaliste en termes politiques, de citoyenneté, etc. Ça a produit concrètement des exclusions historiquement, etc. Et on a quand même on a quand même plein d'ouvrages aujourd'hui qui nous expliquent et nous rappellent la manière dont en fait l'universalisme a été particularisé, accaparé, approprié, et que ce qui se présente comme universel est souvent en fait les positions dominantes, et que c'est comme ça que d'ailleurs que la domination perdure, c'est en justement prenant les habits de l'universalité. Donc peut-être qu'en fait c'est effectivement rassurant qu'on s'attaque à l'intersectionnalité en utilisant ce langage qui est en fait celui qu'on utilise toujours contre les revendications des groupes opprimés. Donc il n'y a pas vraiment de surprise, j'ai envie de dire. Oui, on présente l'intersectionnalité comme une notion qui viendrait toucher à la cohésion du corps politique ou social, sans expliciter pour autant la vision sur laquelle se fonde l'universalisme qu'on mobilise. Quand on parle d'universalisme, on parle d'abord d'universalisme abstrait, et puis il faudrait voir ce que c'est que cette abstraction, parce que même là, en fait, je suis même pas sûre qu'il faille laisser l'abstraction à ceux et à celles qui défendent aujourd'hui un universalisme abstrait, parce que c'est une abstraction qui n'est que l'effacement d'une norme dominante qui se donne comme étant universelle. Et c'est ça, si on revoit même l'histoire, à la fois de tous les débats qu'il y a eu à l'époque de la Révolution sur comment penser l'universel, comment penser l'abstraction. On peut dire que les choses se sont beaucoup rigidifiées depuis. Et puis après, dans les différentes mises en application de cette exigence d'abstraction, on voit comment elle a toujours servi à exclure les femmes du corps politique, les affranchis du corps politique, etc. Et alors aujourd'hui, ça n'est plus marqué dans la loi comme ça a pu l'être dans les 2 exemples que j'ai donnés. Et encore, si on pense à des choses qui touchent l'islam, il y a des choses qui sont marquées dans ou les Roms. Et voilà, il y a des choses qui sont quand même marquées dans il y a des statuts juridiques d'exception, en fait. Donc voilà, mais même plus généralement, ce qu'on continue de présenter comme étant le gage d'universalité n'est que, en fait, une norme dominante, la norme du groupe majoritaire qui se donne comme étant ce qui vaut pour tout le monde. Et donc ce qu'il faudrait arriver à comprendre, et c'est ce qu'on défend à la fin du livre, c'est que il faudrait que les majoritaires puissent aussi reconnaître de l'universel dans l'expérience minoritaire. Et que, un peu comme ce que dit, j'arrive plus à retrouver son prénom, dans Les Mariannes Noires, Alice Diop, pardon, qui est réalisatrice et qui explique comment elle s'est identifiée adolescente, lycéenne, en lisant des romans, à ce que racontaient les hommes blancs d'autres siècles. Elle cite Zola, Balzac, etc. Et elle dit, maintenant il serait temps que des hommes blancs puissent s'identifier à ce que je raconte moi, comme femme noire, issue d'une famille qui a immigré, etc. etc. Donc c'est ce renversement qu'on appelle de nos voeux et que l'intersectionnalité peut permettre de faire. Je ne dis pas qu'elle va permettre de tout faire, mais en tout cas, elle y aide considérablement. Et c'est ça que les tenants du statu quo ne perçoivent comme une menace, à juste titre, pour leur petit pouvoir ou leur petit privilège. Ou leur grand pouvoir. Mais, en fait, c'est 2 projets de justice sociale, mais qui partent pas des mêmes prémices et qui proposent pas, comme l'a très bien décrit Sarah, les mêmes solutions. C'est-à-dire, oui, les tenants de l'universalisme abstrait prétendent que ça va garantir l'égalité. En fait, le contenu de cette égalité n'est pas défini parce que, en fait, c'est une égalité, comme le disait Sarah, qui présuppose l'idée qu'on ne verrait plus les différences,
qu'elles n'existeraient pas. Mais ça, c'est une opération, c'est un tour de passe-passe en fait. Les différences continuent d'exister, elles sont constitutives de l'expérience sociale des personnes. Donc là, il y a un projet qui est de dire, bon, en fait, on ne va plus regarder les différences et tout va bien se passer. Donc c'est ça l'universalisme abstrait. On voit aujourd'hui que quand on fait ça, il ne se passe pas grand-chose en fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on conforte la position des personnes qui justement apparaissent déjà sans différence. Et au contraire, on marque et on remarque les personnes qui seraient porteuses de différences. Donc là, il y a une asymétrie fondamentale entre des personnes, dans cette conception de ce projet de société basé sur une égalité formelle, ça induit une asymétrie fondamentale entre ceux et celles qui peuvent incarner la norme et ceux et celles qui sont marqués et donc altérisés et qui peuvent en fait jamais l'incarner. Et à qui on demande de rester à leur place finalement, à leur place marquée. Et le projet de l'intersectionnalité, justement, c'est pas ça. Mais c'est aussi un projet de justice sociale, c'est aussi un projet universaliste, parce qu'un projet de justice sociale, il est forcément universaliste. Mais c'est pas le même universalisme. C'est un universalisme où on décentrerait cette norme, on la remarquerait aussi, et on induirait du coup une forme de symétrisation plus grande des positions, en le reconnaissant, et surtout, on n'invisibiliserait plus et on n'oublierait plus une partie des personnes, en tout cas l'intersectionnalité à la base, c'est ce projet de visibilisation des gens qui, en étant au croisement de plusieurs oppressions, se retrouvent invisibilisés, exclus des projets de justice sociale. Donc en plus, on le ferait en ayant à cœur, non pas juste de voir advenir le règne de la classe ouvrière ou, je sais pas, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais un projet de justice sociale qui vraiment penserait aux multiples manières dont ces exclusions se perpétuent, et donc à toutes les formes d'altérisation qui excluent les gens de ce projet universaliste. Donc l'intersectionnalité, voilà. Enfin, alors nous en tout cas, c'est un peu l'ambition qu'on lui donne. C'est un maillon dans ce projet, mais en tout cas, elle peut être porteuse de ce projet de justice sociale, qui donc est parfaitement universaliste. C'est un projet de justice sociale, ça concerne tout le monde. Oui, je peux ajouter quelque chose aussi, c'est que ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, dans ce contexte universaliste abstrait, les personnes qui sont du côté majoritaire donc, se pensent comme étant du côté de l'universel, et paradoxalement, du point de vue, paradoxalement par rapport à ce que serait censé être le but de cet universalisme abstrait, ça les autorise à particulariser celles et ceux qu'ils perçoivent comme différents et qu'ils accusent de particularisme. Donc et qu'ils délégitiment au nom de cette particularité. Donc vous voyez, c'est une situation fondamentalement injuste en fait, et où l'égalité n'est qu'un mot creux, parce que ça permet à un groupe de penser qu'il est le seul à incarner l'universel et à délégitimer en minorant les autres au sens propre du terme. Oui, je vais prendre un exemple peut-être pour illustrer le propos, mais typiquement, quand on refuse de faire un accommodement à un lycéen parce que il est juif, il est croyant, il veut pas passer un examen un samedi matin, et qu'on lui dit non, la règle qui s'applique pour tout le monde, c'est que l'examen a lieu le samedi, et puis si tu passes pas l'examen le samedi, tu peux pas t'entraîner pour ton concours ou quoi, mais c'est ton problème. Mais là, on le particularise en fait. On fait comme si tout le monde était chrétien, et puis donc que tout le monde était libre le samedi matin et n'avait pas Shabbat. Et on lui dit, en fait, cette identité, ton appartenance de groupe, c'est une particularité, c'est ton problème. Et c'est ton choix, en fait. Et ça, c'est un problème dans une société qui est diverse, qui a une histoire, en plus, d'exclusion, de marginalisation, d'oppression des minorités religieuses, et des groupes raciaux, des groupes racialisés. Donc, c'est juste, pour donner un exemple, de dire à quoi ça aboutit. Ça aboutit à ce que les administrations, les personnes du groupe majoritaire se sentent tout à fait légitimes à perpétrer des choses qui sont tout bonnement des exclusions de la vie publique, de la vie politique ou de la vie au travail, en étant convaincus que ça ne pose pas de problème. Et là, il y a quand même, et qu'il y a une incapacité de se dire, en fait, dans une société juste, est-ce que c'est normal de faire ça ? Oui, je crois que ça pose aussi des problèmes plus larges en fait sur ce que c'est qu'être une démocratie, c'est-à-dire comment on peut fonctionner de manière démocratique quand la règle c'est de s'asseoir sur le droit des minoritaires et de passer son temps à faire passer comme quelque chose de juste et légitime la position de majoritaire, donc la position de dominant à différents points de vue. Et donc voilà, surtout quand on est une société pluriculturelle, que cette
cette diversité culturelle est elle-même le produit d'une histoire coloniale. Donc voilà, comment on fait pour faire que ces choses-là deviennent, soient pris en compte dans le fonctionnement, de façon à ne pas générer et à ne pas perpétuer sous une autre forme des exclusions anciennes, en fait, et qui continuent pour le moment d'être actives et juste reformulées d'une autre manière. Alors j'allais rebondir un peu plus tôt quand vous parliez d'universalisme abstrait, à cette notion que vous développez vers la fin de l'ouvrage, qui est l'universalisme concret. Mais j'avais aussi une autre question puisque vous avez à moitié répondu à celle-ci, mais vous pouvez la reprendre. Parce que je me suis dit, moi, que l'intersectionnalité, en vous lisant, et aussi à travers ce que j'avais lu avant, que c'était aussi... Enfin, moi, je sentais un peu un héritage également de Lévi-Strauss, en tout cas dans la méthode, d'une certaine manière, dans la mesure où le but... Enfin, oui et non, mais vous pourrez voir. Mais en fait, d'où le but, c'est toujours d'opérer une décentration en étant vigilant à ce qu'elle soit permanente, pour mieux comprendre l'autre, les autres, et surtout pour comprendre au fur et à mesure le regard qu'on porte sur eux, et donc sans cesse faire évoluer notre manière en fait d'accélérer, de promouvoir le partage en fait de tout, des valeurs, de mieux mettre l'autre et la place, la légitimité qu'il a dans nos vies, dans des institutions, dans les comportements les plus quotidiens. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce biais avec Lévi-Strauss ? Alors, je ne reprendrai pas du tout l'héritage de Lévi-Strauss, je ne connais pas assez bien. Et puis en plus, c'est vrai que par rapport à la question de la conceptualisation de l'enjeu racial dans l'Europe post-Deuxième Guerre mondiale, disons que Lévi-Strauss a peut-être joué un rôle particulier. Voilà. Mais disons que je pense que là où c'est vrai que je pense que les réactions contre le concept d'intersectionnalité, ce qu'elles traduisent, je pense qu'on touche le dur, j'ai envie de dire, quand effectivement on arrive à cet enjeu de décentrement en fait. Et c'est vraiment là où ça résiste en fait. Je pense que, de par les réactions qu'on peut avoir quand on organise des choses ou les réactions qui peuvent y avoir contre le concept, il me semble que c'est vraiment ça. C'est-à-dire il y a vraiment une réaction de personnes qui jusqu'ici ont toujours pu incarner la norme majoritaire et l'universel, à qui on propose ce décentrement. Et qui vraiment opère un refus total. Donc c'est vraiment... donc oui, je rejoindrais en disant qu'il y a une exigence de décentrement parce qu'il y a la mise à jour de cette opération par laquelle la majorité se fait passer pour la norme et que de fait, une norme que du coup les minoritaires ne peuvent jamais atteindre puisqu'ils ne peuvent pas l'incarner. Ils sont, comme disait Sarah, ils sont toujours ramenés à leur particularité. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'incarner la norme. C'est impossible. Alors, il y en a qui essayent, qui font des tours de passe-passe, etc. Mais en fait, au final, il y a toujours l'opération d'altérisation. Donc, du coup, je pense vraiment qu'effectivement, c'est cette exigence de décentrement dont l'intersectionnalité est porteuse pour la norme majoritaire, qu'elle permet de dévoiler comme telle. Là, ça résiste. C'est vraiment là où ça résiste. Donc malheureusement, je ne sais pas si c'est Lévi-Straussien ou pas, mais on aimerait peut-être, il faudrait lire plus Lévi-Strauss que Paul Ricoeur. J'en sais rien. Bon, mais donc on aimerait que les gens comprennent cet objectif, mais c'est vraiment perçu probablement entre autres à juste titre comme une menace de l'ordre établi, comme une menace du pouvoir acquis et du pouvoir que donne la norme. Le pouvoir de faire partie de la norme, c'est un pouvoir certain. Avant que Sarah enchaîne, quel est le problème avec Paul Ricoeur ? Ah non, il n'y a pas de problème avec Paul Ricoeur, mais je faisais allusion au fait, aux lectures du président de la République. Ah oui. Voilà, puisque c'était son ancien secrétaire, n'est-ce pas ? Voilà. Et donc, au début, il citait un peu Ricoeur, etc. Et bon, voilà, malheureusement, là-dessus, ça ne nous donne pas beaucoup d'éléments pour... voilà, c'était ça. Je n'ai rien contre Paul Ricoeur. Sur Lévi-Strauss, pareil, je ne dirais pas grand-chose, si ce n'est que... il y a en effet un travail de décentrement, mais en même temps, ça n'empêche pas Lévi-Strauss dans Triste Tropique de dire tout le village s'était vidé, il ne restait que les femmes et les vieillards. Bon, donc voilà, il y a aussi quand même toujours des petites... Il y a des petites... Et un chapitre final qui donne lieu à de larges spéculations sur les musulmans. C'est ça. Voilà, donc voilà. Donc voilà, mais ce que je voulais ajouter par rapport à ce que disait Léonore, c'est que cette exigence de décentrement,
Elle amène aussi, donc elle impose une exigence de remise en cause qui est difficile à mener pour tout le monde. Mais je pense que c'est ça aussi qui explique les résistances très fortes qu'on trouve à gauche aussi, et pas simplement, parce que ces résistances ne viennent pas simplement du fait qu'on ait peur que la race remplace la classe, ou voilà, mais je pense aussi que ça impose à des gens qui pensent avoir les mains propres de se remettre un peu aussi en cause et de se poser la question de leur propre pratique dans leur posture, comment justement il ou elle se positionne par rapport à des groupes minoritaires dont ils ne font pas partie. Et donc c'est ça aussi, c'est-à-dire que ça vient titiller tout le monde, et il y a peu de gens qui sont prêts à accepter ça. C'est ça qui fait que ça résiste. Ouais, peut-être aussi que ça nous donne une indication, un indice en tout cas sur les limites dans la façon dont effectivement à gauche et aussi en sciences sociales, on a conceptualisé en fait la question de la domination. Parce que ce que décrit Sarah, c'est quand même cette idée que bon, bah alors on est raciste. Si on est raciste, c'est intentionnel. C'est forcément intentionnel. On n'est pas éduqué. En plus, ça vient avec plein de préjugés de classe sur qui est raciste. Évidemment, c'est pas les gens de gauche qui sont, comme disait Sarah, qui ont les mains propres et tout. Donc, ça veut dire que on a finalement, on a moralisé la question de la domination en disant, bah ceux qui dominent, c'est les méchants, et puis les dominés, c'est les gentils. Et nous, on est alors des chercheurs, des chercheuses en sciences sociales, on est du bon côté, on défend les gentils, donc on est des gentils. Comme s'il fallait forcément une intentionnalité, comme si on pouvait s'expurger comme ça de sa place dans le social. Et c'est vrai que quand on commence à dire, mais en fait, être dans la norme, c'est en soi porteur d'un certain nombre de bénéfices, de ressources ou de privilèges, qu'on n'a pas... qu'on le veuille ou pas, qui n'a aucun caractère volontaire. C'est la fameuse métaphore du sac à dos invisible de Peggy McIntosh. C'est-à-dire, j'ai pas demandé à avoir ce sac à dos avec plein de goodies à l'intérieur qui me permettent, de passer des examens sans problème le samedi, qui me permettent, d'avoir accès à tout un ensemble de ressources sans être discriminée, de pas être arrêtée par la police, etc. Je n'ai rien demandé, mais pourtant je l'ai. Et donc penser la domination aussi comme ça. En fait, je pense que y a une sidération de la part d'une partie des élites et donc aussi à gauche, à accepter que non, en fait, la domination ne fonctionne pas que sur l'intentionnalité, quand bien même elle serait structurelle ou quoi, mais une espèce d'intentionnalité moralement mauvaise de vouloir écraser et dominer les autres. Non, en fait, elle fonctionne aussi avec quelque chose qui est le pouvoir de la norme, et c'est pas tout à fait pareil. Et ça, les sciences sociales françaises en particulier, je pense la tradition bourdieusienne, je pense pas qu'elle ait travaillé ça jusqu'à maintenant. D'où peut-être ces formes d'aveuglement et ces formes de résistance en fait. Et de rejet, l'autre forme de problématisation de la question de la domination, et d'ailleurs de penser plutôt ça comme des rapports de pouvoir, plus que comme une domination qu'on va dévoiler nous en tant que sociologues, parce qu'on a justement cette possibilité qui nous permet de venir aider celles et ceux qui sont sous la coupe de la domination. Et comme si on n'était pas partie prenante de ces rapports. Ou comme si on pouvait se placer du bon côté juste par le fait qu'on ferait de la recherche là-dessus et qu'on laisserait un peu de place aux personnes dominées dans nos travaux. Quelques clients m'ont posé la question parfois des liens, quels sont les liens avec le mouvement wokiste et l'intersectionnalité. Je vous la pose, je savais que ça vous ferait réagir. Et parce qu'on me l'a posé plusieurs fois, et c'est-à-dire, et même parfois, est-ce que c'est les wokistes qui sont des gens dangereux et les intersectionnels en fait sont des gens bien? Est-ce qu'en fait il y a une théorie? Est-ce que donc l'une est plus une théorie, l'autre un mouvement, l'un une méthode, l'autre plus un processus? Qu'est-ce que vous pouvez vous en dire? Ça venait pas de gens qui avaient peur que la France devienne une espèce d'énorme université evergreen, mais il y avait un peu de stress. Qu'est-ce que vous auriez répondu à ma place? Moi je trouve déjà ça fou, un peu comme avec le politiquement correct, à quel point des concepts qui sont produits par la droite américaine sont repris sans aucune réflexion par des gens en France qui sont les premiers à opposer par ailleurs la France et les États-Unis. Donc là, pareil, entre cancel culture et woke, c'est quand même assez fou cette reprise. Et alors c'est quand même dingue de penser que des gens qui sont antiracistes, avec
peut-être des erreurs qu'ils font, de stratégie, je n'en sais rien. Enfin, comme tout mouvement social, il peut y avoir des maladresses, des erreurs, soient présentées comme un danger aujourd'hui, alors qu'on est dans un moment où ce qui menace, c'est le fascisme et le racisme, en fait, dans toutes les démocraties occidentales. Donc, c'est quand même surtout ça. Il ferait mieux de s'inquiéter d'autre chose que du wokisme. Enfin, voilà, c'est comme ça que je répondrais, moi. Non, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de renversement toujours de la réalité, quoi. C'est-à-dire, on présente comme dangereux, il n'y a pas de mouvement wokiste, en fait. Et puis en plus, c'est plutôt une expression qu'on peut utiliser en parlant de soi, en disant ah oui, je suis woke ou je suis pas woke, ou éventuellement en étiquetant les gens. Mais c'est pas un mouvement social, c'est pas une revendication, c'est pas un programme politique, en fait, le woke. Hein. C'est une façon de parler aussi, voilà, que ça peut être devenu une façon de parler. Et effectivement, c'est la droite qui présente ça comme une menace, l'extrême droite, en fait, même, américaine, qui présente ça comme une menace. Mais je pense que le lien, si vous voulez, je trouve pas ça étonnant qu'en fait, les gens en France fassent le lien entre l'intersectionnalité et ça. Parce qu'effectivement, dans les deux cas, bon, woke, dans son acception, on va dire, militante de base ou quoi, ça veut juste dire, c'est un petit peu une nouvelle façon de parler du politiquement correct, mais un peu différente, parce que je pense que ça implique un travail sur la subjectivité plus important. Et le politiquement correct sur lequel on a craché en France pendant 20 ans, depuis les années 90, c'était quoi ? C'est l'idée qu'il fallait juste se poser la question de quand on parle, comment c'est reçu par les gens qui ne sont pas dans la même position que nous. Donc c'était juste en fait essayer de parler de manière respectueuse, d'avoir des relations sociales pacifiées, parce qu'on ferait attention à la portée de ce qu'on dit. Donc ça veut dire attacher de l'importance à la parole, ça veut dire que les mots sont importants, et que donc on se place, on fait attention à ce que les mots soient pas forcément blessants pour des gens qui auraient des expériences sociales différentes des nôtres et qu'on connaît pas forcément bien, parce que on est toujours dans une position, on n'est pas universel, on connaît pas toute la société, on n'est pas à la place de tout le monde, hein, malgré visiblement le fantasme de beaucoup de gens parmi nos élites. Et donc voilà, donc c'était juste quelque part, et woke, c'est un peu ça aussi, en fait. C'est juste dire, voilà, je suis consciente qu'il y a des choses qui peuvent en fait blesser les autres. Alors tout de suite en France, on dit ah oui, mais les gens sont susceptibles, ils se vexent, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Voilà, on ne peut plus rien dire, donc ça on me le dit tout le temps. Mais j'ai envie de dire, oui, tout comme, je veux dire, je ne vais pas faire l'apologie du nazisme, je ne vais pas dire des choses antisémites. Enfin, je veux dire, oui, c'est une évidence qu'on peut pas tout dire. Encore, on peut pas vivre en société en disant tout et n'importe quoi, c'est pas possible. La communauté politique, la base, c'est que on peut pas dire n'importe quoi, non. Sinon, il faut aller vivre, je sais pas, au Texas. Et encore là, je pense que si on dit certaines choses sur Dieu, ça va mal se passer. Donc, c'est pas vrai, bien sûr. Il y a toujours eu des règles qui encadrent le discours politique. Et donc, ça n'a rien de nouveau. Il s'agit juste de dire que maintenant, ce serait bien d'étendre ce qu'on n'a pas le droit de dire à des choses, par exemple, racistes. Bon, oui, on n'a pas le droit de... C'est bien de pas avoir le droit de dire des choses racistes, en fait. C'est une bonne chose. Mais donc, là encore, ce que ça fait, c'est que l'exigence woke, c'est une exigence vis-à-vis des dominants, comme l'intersectionnalité. C'est une exigence de décentrement, c'est une exigence de se demander comment mon discours est reçu. Et bien sûr, on va faire des erreurs et on continuera à en faire. Et il faut juste savoir s'excuser, en fait, quand on dit une bêtise. Et c'est pas grave. Personne ne va être cloué au pilori, personne ne va aller en prison, voilà. Par contre, on va accepter qu'il y a un processus d'apprentissage et un processus de décentrement et qu'on n'a pas la science infuse. On n'a pas la science infuse à partir d'une expérience sociale singulière. Je veux dire, mon expérience ne me donne pas de magistère pour parler de la vie de 65 millions de Français. Enfin, non. Non, faut être un peu humble aussi dans son approche. Donc voilà, donc moi je trouve que c'est dans les deux cas, c'est aussi une leçon un peu d'humilité, quoi. Et puis sur la question, est-ce que c'est des wokistes ou c'est le wokisme, c'est un peu comme si un jour on venait puis on disait est-ce que c'est les conscientisés ou pas. Enfin, imaginez, je sais pas, moi justement dans les années 60 ou 70, on utilisait beaucoup le mot de conscience, que c'était un mouvement structuré qui produisait des écrits et qui était... C'est complètement... C'est un peu stupide, quoi. Oui, il y a des écrits sur... Ce qu'il faut leur répondre, c'est qu'il y a des écrits sur l'intersectionnalité, donc ça, on peut apprendre ce que c'est. Il n'y a pas encore de somme théorique sur le wokisme. Donc, bon, à tout prendre, autant aller lire sur l'intersectionnalité. Dans un autre genre, un petit livre de la série Tract, chez Gallimard, a beaucoup fait parler. Qui posait, donc qui a fait un peu polémique et on n'est pas obligé de revenir dessus, ils se reconnaîtront. En tout cas, une question était posée,
qui est à travers ce livre, qui était est-ce que la recherche est forcément militante? Manifestement, elle n'avait pas le droit de l'être. Qu'est-ce que vous pensez de cette assertion? Je pense que c'est... alors c'est marrant en fait, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont militants et d'autres qui ne le sont pas, même quand ils le sont. Donc déjà, voilà, c'est encore une fois cette idée de penser qu'on peut être neutre et qu'on n'est pas porteur d'un projet, donc il y a déjà ça. C'est-à-dire que le champ universitaire et de la recherche, il est structuré aussi par un rapport au social, par un rapport au politique, qui est a fortiori dans les sciences sociales, où la question, en général, on a tous un rapport existentiel à nos objets, et par ailleurs, on thématise ça dans nos travaux. Donc, en effet, on n'est pas des êtres éthérés qui travaillons sur le monde des idées. Donc, et c'est pas plus c'est pas moins le cas des gens qui publient dans une collection qui s'appelle quand même Tract. Bon, après il y a ce rapport aux politiques, mais ce qui différencie, et donc on est engagé. Après, ce qui distingue un acte militant d'un travail scientifique, c'est les processus de validation du travail et d'élaboration des textes. Quand on écrit un article, on le dépose de manière anonyme, on est relu par des collègues qui ne sont pas forcément d'accord avec nous, qui vont nous faire des critiques, qui vont nous demander de rajouter des livres qu'on n'a pas lus, qui vont même rejeter la possibilité de la publication, etc., etc. Donc ça, c'est des processus de validation internes aux champs scientifiques qui valent pour tout le monde. Et quand on publie un texte sur l'intersectionnalité, on ne passe pas à travers les mailles du filet. Après, quand on écrit un texte qui est engagé, ça peut être un texte engagé qu'on fait au nom de notre travail. Et si le CNRS et l'université sont des services publics, c'est bien parce que la recherche a aussi un rôle public et un rôle pour la cité. Sinon, on serait une espèce de petite start-up intellectuelle cherchant juste à avoir des prix Nobel. Voilà, c'est pas ça le but de la recherche. La recherche, ça a une fonction publique. Et donc, c'est sûr qu'on est censé nourrir le débat et aussi prendre des positions publiques au nom de notre compétence de chercheurs et de chercheuses. Donc ça, mais on ne va pas écrire les textes de la même façon et ça n'engage pas l'ensemble de la profession ou de la discipline de la même manière. Et enfin, on peut avoir comme citoyens et citoyennes des engagements. Et là, pareil, on ne va pas prendre le temps qu'on met pour écrire un article scientifique, on ne le prend pas pour participer à l'écriture d'un tract, par exemple au sens réel, un tract politique. Et heureusement, parce que du coup, on n'aurait pas fait grand-chose en matière politique pour celles et ceux qui sont engagés. Mais c'est des registres de discours, des registres d'élaboration argumentative qui ne sont pas les mêmes, mais après qui peuvent être portés par les mêmes personnes. Et donc là encore, l'arnaque, c'est de faire croire qu'on n'est pas militant au moment où on est en train de faire quelque chose d'ultra militant qu'on présente comme, encore une fois, une position au-delà de tout, au-dessus de tout, et objective, ou neutre, plutôt. Tout à fait. Non, je dirais, mais qu'est-ce qui resterait des sciences sociales si on appliquait la manière dont, par exemple, Nathalie Heinig définit qu'est-ce qui est militant ou pas à notre histoire de sciences sociales? Je veux dire, Durkheim était super militant, il avait une certaine vision de comment devrait être la société et quel type de solidarité fallait favoriser dans la société et la place des femmes dans cette société. Je veux dire, et Marx, qu'est-ce qu'on le met aux oubliettes Oui. Je veux dire, donc en fait, c'est quand même, on est engagé vraiment pas au sens juste engagé politiquement. Nous sommes engagés, la société nous interpelle, on est des êtres sociaux. Donc voilà, je pense que Sarah l'a très bien expliqué. Et définir comme ça, catégoriser qui s'octroie le droit de définir ce qui est militant ou ce qui n'est pas militant. Comme l'a dit Sarah, c'est en fait, non, c'est les méthodes de validation qui définissent. Et la même personne peut écrire des choses qui passent à travers une évaluation scientifique et puis se permettent après d'aller écrire quelque chose pour vulgariser auprès d'un plus grand nombre ou pour avoir une plus grande liberté de parole ou opter pour un autre format. Et donc ces registres-là sont pas identiques. Donc c'est important de faire la différence, mais il faut quand même rappeler qu'à l'université, nous passons notre temps à être évalués. Et à évaluer les autres
et à être évalué. Je veux dire, par contre, quand on publie chez Gallimard dans la collection Tract, je pense qu'il n'y a pas d'expert anonyme qui revoit le texte. donc voilà, donc ça c'est important de voir ça. Donc je trouve surtout dommageable en fait de participer à nourrir un soupçon contre le monde académique et l'université. Et voilà, Max Weber, que je suis sûre, les personnes qui aujourd'hui nous accusent de militantisme n'oseraient pas accuser Weber de militantisme. Enfin, faut revenir au texte de Max Weber, grand fondateur de la sociologie, sur le savant et le politique et le contexte dans lequel il les écrit. Je veux dire, il les écrit. C'est pas le titre de Weber, c'est le titre de Raymond Aron dans son combat avec Jean-Paul Sartre. Ouais, et sachant que quand même, Weber, il écrit ça pour s'insurger aussi de la manière dont l'extrême droite en Allemagne, dans l'entre-deux-guerres, essaye de museler l'université. Je veux dire, il faut un peu ressaisir le poids de ce qui nous arrive et donc contribuer à la décrédibilisation de l'université, de ses processus de validation de la connaissance, de ses modalités d'évaluation, en sous-entendant qu'il y a des formes de complot, qu'on est tous d'accord et qu'on est tous main dans la main pour je sais pas quoi. Pour grand remplacer la pensée. Oui, voilà. C'est grave et c'est irresponsable en fait. C'est irresponsable scientifiquement et c'est irresponsable politiquement, vraiment. Donc voilà, il y a rien d'autre à dire malheureusement. Et puis justement, tous ces gens qui nous parlent de scientificité, qui nous attaquent comme étant militants et comme menant à la destruction de l'université, parmi ces gens, il y a des gens qui tiennent un discours sur lesquels ils prétendent avoir une position de scientifique alors qu'ils ne sont pas spécialistes du champ et même pas de la discipline. Si on regarde par exemple tous les gens qui ont signé la pétition là, qui a mené après à l'Observatoire du décolonialisme, il y a beaucoup de gens qui ne font plus de recherche, il y en a qui n'en ont jamais fait, et puis il y en a qui sont spécialistes d'autres choses, qui sont en physique, qui sont en philo, et qui ne travaillent pas du tout sur ces questions, même quand ils sont en sciences humaines et sociales. Donc c'est comme si moi, je faisais une grande pétition demain sur les dangers de tel laboratoire en physique quantique. Quelle crédibilité et quelle légitimité j'ai, moi, en tant que sociologue, à aller donner mon avis sur un truc qui n'est pas du tout de ma compétence. Et bien, c'est exactement la même chose inversement. Quelqu'un qui fait de la physique ou quelqu'un qui travaille, je sais pas moi, en philosophie grecque et qui n'a pas à parler comme scientifique de ce que font des gens qui travaillent sur l'intersectionnalité ou sur d'autres questions. Alors, on peut s'interroger de pourquoi, justement, encore une fois, pourquoi ces réactions ? Parce que quelque part, malgré, contrairement à ce que ces personnes suggèrent, les modes de validation scientifique n'ont pas changé dans l'université ces 30 dernières années. Au contraire, ils se sont durcis. Et c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de publier un article dans une revue scientifique qu'il y a 30 ou 40 ans. Beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de monde qui veut publier. On a beaucoup plus de recherches, etc. Alors que on a toujours un nombre limité d'articles dans une revue. Et les processus d'expertise sont bien plus renforcés qu'il y a 40 ans, ou 30 ans, ou même 20 ans. Donc en fait, il y a une professionnalisation, il y a une augmentation de l'exigence de scientificité qui est énorme. Donc on ne peut pas, si vous voulez, du coup, comment s'expliquerait cette soi-disant gangrène de l'université, alors même que nos processus se sont renforcés, j'ai envie de dire, en termes de validation des connaissances. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils dénoncent ces personnes ? Ils dénoncent que même dans ce contexte où il y a une exigence scientifique forte, émergent des savoirs avec lesquels ils ne sont pas politiquement d'accord. Ah oui, malgré tout, en fait, oui, et donc avec tous les processus de validation scientifique, émergent quand même des savoirs minoritaires. Et là, tout à coup, encore une fois, il faut se décentrer. Il faut se dire que la manière dont on a travaillé pendant 40 ans, en fait, n'est pas universelle et ne peut pas rendre compte de tout. Et là, tout à coup, on pousse des cris d'orfraie. C'est un peu ça qui se passe. Mais non, en fait, l'université, elle est plus exigeante probablement, je pense franchement, aujourd'hui, qu'il y a 30 ou 40 ans. Et puis, malgré ça, il y a des excellents travaux qui sortent et qui parlent de race et qui parlent de genre et qui parlent de sexualité, n'en déplaise à Nathalie Hennig, et qui en plus intéressent le public. Et qui en plus, comme vous le mentionnez dans le livre, sont pas du tout majoritaires. Non, c'est toujours pas ça. Il n'y a pas du tout minoritaire à tout point de vue. Oui, statistiquement aussi, on est loin d'être majoritaire. On pourrait imaginer que ça aille mieux par exemple, l'émergence. Enfin, moi, c'est un scénario probable, mais par exemple, des gens comme Stuart Hall,
des gens qui ont initié les études postcoloniales au début n'avaient pas du tout bonne presse à l'université. Ça s'est un peu détendu. Est-ce qu'on pourrait supposer un avenir plus décontracté par rapport à l'intersectionnalité? Moi, je dirais que oui et non. C'est-à-dire que sans doute qu'il y aura qu'un jour, même la droite parlera d'intersectionnalité. Je ne sais pas ce qui restera de l'intersectionnalité à ce moment-là. Le contenu même. Enfin, c'est ça qui est très ambivalent. Après, je crois qu'il n'y a pas à vouloir arrêter la conflictualité. C'est-à-dire que la société, dans la mesure où elle est traversée justement de rapports de pouvoir et d'intérêts divergents, il y aura de la conflictualité qui se traduit dans des conceptualisations. Après, on peut espérer qu'un jour, enfin on le voit même par exemple sur la notion de classe, il y a quand même encore des gens qui diront la classe, ça ne vaut pas dans le débat politique, ou de nous raconter que la lutte des classes, c'est fini. Mais ce que souhaitent ces gens-là, c'est surtout qu'on ne pose plus la question de la redistribution économique et sociale. Donc, à la fois, sans doute qu'il y aura une installation de certaines notions, mais on ne sera pas appelé toutes les semaines pour venir débattre de pour ou contre l'intersectionnalité, comme il n'y a pas là de débat sur la classe ou sur la socialisation. Ça va peut-être entrer un peu plus dans le vocabulaire commun, mais après, peut-être que le prix, c'est que ça perdra peut-être en partie de sa portée de remise en cause ou de sa portée insurgée. Mais ça, c'est à nous, chercheuses et chercheurs, et puis aux personnes, aux militantes et militants, de faire que cette exigence-là de remise en cause ne se perde pas. Voilà. Alors, il y a un retard énorme et il y a un besoin énorme. En fait, je pense que là, on est quand même face à un clivage générationnel, il faut le dire, parce que le besoin de ces concepts du côté des étudiantes, des étudiants, des jeunes chercheuses, des jeunes chercheurs, il est quand même extrêmement fort. Donc, de ce point de vue-là, oui, on peut être optimiste dans le sens où, avec le remplacement des générations, il va y avoir, on espère, une forme de diffusion et de légitimation de ces approches. Pour autant, on n'est pas du tout dans le contexte de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni des années 80, de Stuart Hall. Je veux dire, on connaissait Stuart Hall en France dans les années 90, on l'a même traduit dans les années 2000. Pour autant, on n'en a pas fait grand-chose avec. Donc voilà, donc là, ça pose vraiment la question de qui on recrute, quelles sont les thématiques qui sont légitimées et sur lesquelles on estime qu'il faut donner des cours, parce que à ce moment-là, faut recruter quelqu'un pour les enseigner. Et là, c'est là où le débat politique vient parasiter le développement d'un champ de recherche dans le monde académique, avec l'aide d'une fraction de ce monde académique qui lui-même y résiste. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est pas les conditions dans lesquelles était Stuart Hall, même si ça n'a pas dû être une mince affaire pour lui. Je vais clairement pas dire ça. Mais je pense que dans le monde anglo-américain ou en Angleterre, je veux dire, il y a des départements de Ethnic and Racial Studies, il y a eu des centres de recherche, il y avait la reconnaissance et la légitimité de travailler sur ces questions comme étant des questions sociales importantes et sur lesquelles l'État a besoin d'expertise. Parce qu'au final, voilà, alors après, il y a aussi un système privé d'université, mais dans les universités publiques, il y a aussi cet enjeu-là, et sur lesquels on pense qu'il faut former les gens. En France, ce moment tarde vraiment à venir, de manière hyper problématique. Et malgré une demande qui est réelle et qui est très très forte du côté des étudiantes, du côté des étudiants. Et donc là, il faut se poser la question de qu'est-ce qui résiste. Et effectivement, ce qu'on dit dans le livre et ce qu'on regrette, c'est que de ce point de vue, une fraction du monde même des sciences sociales lui-même, en fait, légitime finalement le discrédit que les élites politiques de droite portent sur ces notions. Et là, on a une configuration qui n'est peut-être pas d'ailleurs si française que ça, mais qui en tout cas est très dommageable pour le développement du savoir, pour ce qu'on va pouvoir transmettre à l'université, pour la pertinence aussi de l'université dans le monde social. Bon, voilà. Je voulais ajouter quelque chose, c'est que malgré l'institutionnalisation de ces études, je pense au Royaume-Uni et aussi aux États-Unis, avec l'existence de départements dédiés à ça, donc vraiment des politiques de recrutement et de formation
sur ces questions, on voit là qu'il y a un phénomène de backlash très fort contre ces travaux, contre les démarches qu'ils supposent, etc. Donc, a fortiori, en France, où tout ça est encore, ne fait même pas partie d'une espèce de périmètre d'évidence sur ce que doit être la formation des étudiants, je ne sais pas à quel moment on arrivera à ça. C'est-à-dire que même quand c'est à peu près institutionnalisé, on n'échappe jamais à des moments de retour. C'est ce que j'essaye de dire dans ma première réponse. Et donc, a fortiori, là, dans un moment où on n'a même pas la première étape, en fait. Oui, et puis l'Angleterre, c'est pas le paradis. Hein. Je veux dire, par exemple, il y a très peu de femmes non blanches full professor en Angleterre. Ça se compte sur les doigts d'une main, alors qu'il y a des centaines d'universités. Donc, même dans un contexte académique où il y a une institutionnalisation de ces champs d'études depuis au moins 30 ans, facile. Ça ne veut pas dire que les personnes issues de ces groupes minoritaires et qui plus est les femmes dans ces groupes-là ont atteint des positions où elles sont en mesure de déterminer des agendas de recherche, d'avoir des moyens pour faire des recherches, etc. Donc là, voilà, ça interroge quand même sur le développement de l'université française et sa pertinence dans le monde contemporain, quoi. Et c'est d'autant plus fou que si on regarde du côté de la classe politique, et je pense notamment à notre ministre, Madame Vidal, c'est-à-dire que on nous serine l'internationalisation comme signe de l'excellence, etc. Mais on n'est pas du tout, on attaque des pans entiers de la recherche qui sont parmi les pans qui poussent au plus qui supposent une internationalisation et qui sont le plus en dialogue avec des chercheurs et des chercheuses hors de France. Donc il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune cohérence dans ce discours, tout comme il n'y a pas de cohérence d'ailleurs dans la façon, dans le sort qu'on réserve à l'université aujourd'hui, quoi. Donc voilà. C'était quasiment ma question finale. Comment ça va à l'université ? Est-ce que en France et en Suisse, est-ce que vous avez passé une bonne rentrée ? Est-ce que les augures de la présidentielle sont en France ? Est-ce que Oscar Freisinger est toujours vivant ? Comment ça se passe ? Bon, on va parler de la Suisse, parce qu'on n'en parle jamais, la Suisse. Non, je pense que moi, ce que je constate, en fait, c'est quand même sur les questions d'intersectionnalité de genre, puisque c'est ce que j'enseigne, moi, je constate depuis 5-6 ans qu'il y a une véritable... Il y a un changement chez les étudiants, les étudiantes, c'est-à-dire il y a une facilité à comprendre, il y a un intérêt pour ces savoirs-là. Voilà, il y a une demande. Pour eux, ça relève d'une évidence. Alors que quand j'ai commencé ma carrière et que je faisais des cours avec une perspective de genre, voilà, dans d'autres contextes, bon, ben voilà, il y avait toujours des étudiants, des garçons, pour remettre en cause ce que j'étais en train de dire, ou voilà, où j'avais toujours des commentaires du type Nathalie Heinig. Bon. Donc, disons qu'on voit, ça va très vite en fait, au niveau de cette génération, de ces nouvelles générations, leur intérêt pour les sciences sociales inclut ces questions et fait partie des enjeux sociaux dont ils veulent débattre et dont ils veulent discuter. Donc je dirais, voilà, après, oui, la Suisse est un pays super conservateur avec une extrême droite très puissante. Par contre, on n'a pas un exécutif en train de nous savonner la planche en tant qu'universitaire. Je pense qu'il y a une crédibilité de la parole universitaire. Pour avoir travaillé dans plusieurs contextes académiques différents, en France, au Canada, en Suisse, j'ai vu au Canada et en Suisse une crédibilité de la parole universitaire, un respect pour l'expertise universitaire, même quand elle vous raconte des choses que vous n'aviez pas envie d'entendre, beaucoup plus grand que ce que je constate en France dans le débat public. Ça, c'est incroyable. Et c'est la même chose au Canada. Hein. C'est pas particulièrement suisse. Il y a un vrai rôle des universitaires dans le débat public qui est reconnu. Et je pense tout simplement, on reconnaît qu'en fait, pour en arriver là, les personnes ont en général beaucoup travaillé, ont passé énormément d'évaluations, ont été testées de toutes sortes de manières, et que donc, voilà, et qu'ils ont une expertise qui n'est pas à la portée de tout le monde parce que elle demande de longues heures de travail, comme disait Sarah, et que les gens qui ne sont pas universitaires de profession n'ont tout simplement pas le temps de faire ce que nous on fait et ce pourquoi on est payé. Et donc là, je pense que voilà, ça fait des conditions d'exercice de notre métier qui sont quand même très très différentes. Oui, parce que ce qui est frappant là, et moi
j'appréhende cette année avec la perspective de l'élection présidentielle. Quand on voit comment les choses se sont configurées l'an dernier et même déjà au printemps et à l'été 2020, on peut qu'être inquiet en fait de ce tournant anti-intellectualiste. Puis voilà, quand on commence à ouvrir les vannes de l'anti-intellectualisme, ça mène à l'obscurantisme en fait, puisqu'il n'y a plus aucune, justement, il n'y a plus aucun crédit accordé au travail intellectuel, au travail de recherche. Est-ce que ça suppose comme temps, comme capacité justement à manier les arguments contradictoires, à aller voir différents auteurs, etc. Tout ça est complètement gommé et on présente l'université comme une espèce de politburo gangréné par des gens qui disent des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais c'est complètement délirant d'être dans une... C'est vraiment jouer avec le feu. Ce que font ces politiques, c'est jouer avec le feu. Mais... pour le coup, là, il y a une cohérence. Ils détruisent l'université, ils détruisent par ailleurs aussi une partie de la formation au lycée et à l'école. Et donc voilà, c'est sûr qu'après, ça va dans le sens d'un programme politique de reprise en main. C'est-à-dire, et puis, on s'attaque en premier lieu à des travaux critiques parce que c'est ça qu'on ne veut plus. Donc voilà. Et ça, à partir du moment où on ne veut plus de critique, en fait, on ne veut plus vraiment la démocratie. Voilà. En fait, si c'est pas l'université qui produit des connaissances valides, c'est qui ? Je veux dire, juste posons-nous la question. Si c'est pas nous, c'est qui ? Donc quand on se coupe de tout ce pan en disant les chercheuses font n'importe quoi et ils sont woke, donc ça ne va pas, qui va rester pour produire de la connaissance valide? Des bureaucrates, des technocrates, des énarques, des élus, des députés. Ils ont le temps, franchement. Ils ont des méthodes, ils ont des processus ils ont la formation, ils ont des processus de validation. Comment ils l'ont et comment ils ont leur connaissance du monde? Ils ont la science infuse. Bon alors voilà. Donc ça effectivement c'est hyper inquiétant. J'ai parlé de Max Weber et en fait de sa résistance à la montée du fascisme en Allemagne, enfin du nazisme et des attaques de l'université de façon volontaire. Je veux dire, voilà, l'anti-intellectualisme, c'est pas anecdotique. C'est grave parce que, voilà, si c'est pas nous qui produisons de la connaissance, c'est personne, en fait. N'en déplaise à Nathalie. Pour conclure, est-ce qu'il y aurait un mot, un aspect, quelque chose que vous voudriez développer rapidement? Est-ce qu'il y a peut-être une question que je vous ai pas posée et à laquelle vous auriez aimé répondre? Peut-être sur cette question de la scientificité, il y a autre chose qui revient souvent, c'est l'objectivité. Est-ce qu'on défend en confondant objectivité et neutralité? Et c'est un peu le pendant épistémologique ou scientifique de ce dont on parlait au début politiquement, de l'idée que l'abstraction, ça permet de produire de l'égalité. Et je pense que c'est important vraiment de comprendre que l'objectivité ne se produit pas par... en pensant qu'on est neutre, qu'on occupe une position neutre, et que parce qu'on occupe une position neutre, on va pouvoir justement avoir une connaissance infuse et complète de tout ce qui se passe. Et c'est ce qu'on reprend là dans l'ouvrage, en reprenant des textes qui s'inscrivent dans une tradition féministe, des épistémologies dites du point de vue, où l'idée c'est de réfléchir vraiment d'ancrer le travail dans une expérience une expérience personnelle, non pas pour parler de sa vie ou pour faire son espèce d'autobiographie, c'est pas ça, mais de partir de l'idée que la connaissance qu'on a de la société, la connaissance qu'on a du monde, elle est située, elle est liée à la position qu'on occupe socialement, à la façon dont on a accès à l'expérience. Et que de ce point de vue-là, après, pour arriver à ce que ces autrices c'est Harding qui appelle ça l'objectivité forte. Et ça suppose aussi un travail collectif, la capacité à avoir une sorte de sujet connaissant collectif qui peut être en effet vraiment le fait de travailler de manière collective, mais aussi d'être capable de rendre compte de travaux écrits par des gens qui n'ont pas la même expérience que nous. Et je pense que ça aussi c'est arriver à comprendre que c'est aussi comme ça qu'on produit du savoir. Ça permet d'éclairer à la fois certaines des résistances auxquelles on a affaire aujourd'hui, de gens qui ne veulent pas
de ce type-là de démarche et d'être dans ce cadre épistémologique-là. Mais ça permet aussi de mieux comprendre des travaux qui sont facilement, et avec l'intention de les discréditer, qualifiés de militants. Oui, non, je voudrais juste dire, parce que quand je dis, bon, c'est qui produit le savoir, c'est nous, on n'est pas les seuls à produire du savoir et des connaissances. Je voudrais pas que ça donne l'impression qu'il y a l'université et qu'on est les seuls à réfléchir. Et comme on l'a dit, l'intersectionnalité, en plus, c'est un savoir aussi issu de l'expérience et des analyses et des théorisations de militantes dans plein de contextes. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on est les seuls à produire de la connaissance. On produit de la connaissance de différentes manières. Par contre, il y a toujours un travail derrière, c'est pas l'expérience directement, je veux dire, c'est pas une opinion, un argument n'est pas une opinion, une connaissance n'est pas juste un retour sur une expérience. Et on a à l'université le privilège et aussi la responsabilité d'avoir le temps de produire ces connaissances de la manière la plus intensive et on espère la plus juste possible, dans le sens de évaluer, soumise à la critique, reformuler, etc. Donc c'est formidable d'être dans une société qui a permis l'existence de ce champ social qu'est l'université, avec l'autonomie et la liberté académique qu'elle suppose, et parce que ça répondait à ce qu'on pense être des valeurs et un besoin social. Et donc là, c'est juste pour dire, porter l'attention sur le fait que détruire ce système, c'est pas que détruire l'université. Délégitimer l'intersectionnalité, c'est pas que délégitimer une partie de la recherche, en fait. C'est plus fondamentalement remettre en cause des façons de produire la connaissance sur le monde, qui sont des façons démocratiques, publiques, avec de la délibération, avec de l'argument contradictoire, avec des exigences en termes de logique, etc., qui sont... on ne peut pas en avoir plus qu'à l'université, ces exigences-là. Donc si on se coupe de ça, voilà, c'est quand même un grand problème. C'est quand même un grand problème pour une société, et encore plus pour les personnes minorisées qui ont déjà pas accès, ont déjà moins de possibilités de produire ce savoir dans ces conditions-là. Elles produisent aussi du savoir, mais on leur barre déjà assez l'accès à l'université. Et là, si en plus on déboulonne la fac, bon, il va pas rester grand-chose. Voilà. Merci beaucoup, Éléonore Lépinard et Sarah Mazouz. Merci, et je rappelle que Pour l'intersectionnalité est toujours en librairie chez Anamosa. Et à très vite. Merci. Merci, au revoir. Les causeries urbaines dans le Poste.